et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce 20h avec la commission de protection des données personnelles qui monte au créneau pour mettre fin au agissement du site à caractère pornographique qui défraie la chronique en ce moment. La CDP annonce l'application de la loi dans toute sa rigueur. Après les plaintes des victimes, c'est à suivre dans ce journal. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar se souvient de ses martyrs. Balla Gaye et Bassirou Faye, les étudiants ont rendu hommage à leurs frères tombés au front. Au même moment, la famille de feu Mamadou Diop dit ne plus rien attendre de ce procès malgré l'appel de la défense. L'éducation du futur au menu d'un forum à la veille d'une conférence de financement du partenariat mondial pour l'éducation à Dakar. Le président français est attendu dans la capitale sénégalaise. Des citoyens se prononcent sur cette visite. Oumar Sarr demande des explications à Macky Sall. Le coordonnateur du PDS assure et accuse que le chef de l'État d'avoir caché à la justice un rapport de la Banque mondiale qui innocenterait Karim Ouad. Vous l'entendrez également dans ce journal. C'était tout pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Ce non-respect de la vie privée des gens par des personnes mal intentionnées. La commission de protection des données personnelles annonce l'application de la loi dans toute sa rigueur contre la diffusion d'images ou de vidéos après plusieurs plaintes dans le viseur de la CDP en site à caractère pornographique. Pour sa fermeture, le consulat du Sénégal à New York a été saisi. La CDP faisait face à la presse ce matin, un compte rendu signé Mame Biram Diouf. C'est à se demander si l'administrateur du site incriminé est bien conscient de l'ampleur des dommages causés. Pour Awa Ndiaye, les faits sont graves. De personnes qui ont pris sur eux, qui ont choisi de se prendre en photo ou de faire des films dans l'intérieur de leur intimité personnelle, pour elles ou pour quelqu'un à qui elles ont voulu l'offrir, il ne s'agit pas de prendre ces vidéos et de les mettre de façon illicite sur un site pornographique. Voilà le problème. C'est cela le problème. Et nous avons donc fait une enquête pour savoir qui était l'administrateur derrière ce site pour nous permettre de lui demander de retirer ces vidéos incriminées de son site. Et là, nous nous sommes rendus compte que cet administrateur se cache et que personne, entre guillemets, ne le connaît. Il se fait appeler Koté Barma et moi je lui demande, puisqu'il a répondu à notre communiqué, puisque nous avons fait un communiqué, il a répondu à notre communiqué, puisqu'il peut répondre à ce communiqué, mais qu'il se dévoile. Le site en question, basé aux États-Unis, selon Awa Ndiaye, ainsi le ministère des Affaires étrangères a été saisi, tout comme le Premier ministre, par la commission pour la fermeture du site à caractère pornographique. Il s'agit simplement d'informer les Sénégalais qu'il se passe des choses inadmissibles dans ce pays et que les gens doivent être responsables et faire attention. On doit les sensibiliser par rapport aux événements qui se passent pour que chacun puisse prendre ses dispositions. Deuxièmement, il s'agit également d'alerter l'État du Sénégal et les structures judiciaires pour qu'elles puissent, en l'occurrence, pouvoir mener les investigations qui s'y est pour que ce genre de choses ne soient plus acceptées chez nous. Pour une mise à niveau et une bonne articulation des législations, également avec l'Union européenne, les acteurs échangent à l'occasion de la journée mondiale de protection des données personnelles. Journée de prière à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants ont rendu hommage à Bassirou Faye et Balla Gaye. Ces étudiants ont fustigé les forces de l'ordre qui continuent à entrer dans le campus et y semer le désordre. Compte rendu signé Fatima Ba et Pape Sangone Baye. Les étudiants n'oublient pas leur mort et cela ils l'ont encore prouvé ce 31 janvier en organisant une journée de prière pour Balla Gaye, décédé il y a 17 ans. Balla Gaye est pour nous une figure emblématique du syndicalisme universitaire. Et quand on parle du syndicalisme, on parle du mouvement de leadership étudiantin. C'est suite à sa mort que les étudiants ont eu beaucoup d'avantages et que ces avantages-là, nous en bénéficions, nous qui sommes de cette génération-là jusqu'à maintenant. Balla Gaye, un véritable martyr, selon eux.
Et c'est parce que c'est suite à sa mort qu'on a eu la suppression de la carte de Koudou qui donne accès à tous les étudiants au restaurant. C'est suite à sa mort qu'on a eu la généralisation de la bourse. C'est suite à sa mort également qu'on a eu la diminution des tickets de restaurant, pour ne citer que cela. Voilà le pourquoi on est en train de procéder à la commémoration de la journée de Balla Gaye. Les affrontements entre forces de l'ordre et étudiants sont récurrents dans le campus, une situation déplorable. Et de mon point de vue, ce sont ces policiers-là qui devaient se conformer en premier lieu à la loi. Donc c'est ce qui est inadmissible. Et aussi nous demandons aux autorités d'agir à telle enseigne que la police soit de plus en plus civique. Voilà ce que nous voulons dire par rapport à cela et de fustiger la violation de la loi sur la franchise, la loi sur les franchises universitaires. Unis comme un seul bloc, les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop ont pour une journée laissé de côté leurs revendications, ce pour rendre hommage à leurs frères morts dans le campus. Affaire Mamadou Diop, sa famille dit ne plus rien en attendre de ce procès malgré l'appel de la défense le 10 février prochain. C'est ce qui indigne Maître Hassan Dioma Ndiaye, le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme et avocat de la famille. Révèle aussi que même l'indemnisation décidée par le juge n'a jamais été versée à la famille du défunt. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Dissa Prera. Des faits qui se sont passés en plein jour devant les personnalités qui sont aujourd'hui au pouvoir. Le hasard a fait que pratiquement ils étaient tous là, ils étaient des témoins oculaires, que ce soit des ministres, des parlementaires. Et pourtant cette affaire n'a jamais connu la célérité requise. On n'a jamais donné de l'importance à cette procédure, si bien qu'on est à ce niveau aujourd'hui. Même la décision d'indemnisation n'a pas été exécutée par l'État. Et on comprend le père qui dit aujourd'hui que je ne parlerai plus de cette affaire. Nous parlons politique à présent. Oumar Sarr accuse le chef de l'État d'avoir caché à la justice sénégalaise un rapport de la Banque mondiale qui innocenterait Karim Wade. Le coordonnateur national du Parti démocratique sénégalais qualifie cet état de fait de scandale et interpelle le président Sall. Il promet de saisir l'Assemblée nationale pour tirer les choses au clair. Il faisait face à la presse cet après-midi. Compte rendu, on l'écoute plutôt au micro d'Ibrahima Kamara et Younous Diatta. Le gouvernement du Sénégal a caché un rapport de la Banque mondiale. Et ça, c'est particulièrement grave. Bien sûr, nos députés vont saisir au niveau de l'Assemblée, le gouvernement, etc. Mais nous, quand même, nous sommes obligés quand même de nous poser ces questions. C'est-à-dire comment le président de la République peut cacher à la justice et peut cacher aux Sénégalais ces faits-là. Un rapport de la Banque mondiale. Comment on a pu faire en sorte qu'un magistrat ait pu travailler, disons, sous l'instruction, sous le, comment vous appelez, le tribunal. Bon, il y a vraiment un magistrat étranger qui a travaillé clandestinement avec la CREI. Et ça, c'est quand même des questions qui sont particulièrement graves. Et le président a parlé des militaires et autres. Ce dont vraiment, sur quoi on veut qu'il se prononce aujourd'hui, c'est pourquoi il cache des informations, un rapport de la Banque mondiale qui innocente Karim Meïssa Wade, notre candidat. Toujours durant ce point de presse, l'initiative pour des élections démocratiques au Sénégal répond au chef de l'État qui dit qu'il ne mettrait jamais un militaire à la tête du ministère de l'Intérieur. La structure n'a jamais fait une demande dans ce sens selon ses membres. Donc je vous propose de suivre Mamadou Lamine Diallo, porte-parole du jour, au micro d'Ibrahima Kane. Comme la Constitution nous y invite, nous avons le droit de marcher. Et donc, nous n'avons pas encore reçu de notification d'une quelconque interdiction. Nous pensons que la marche sera autorisée et de toute façon, nous allons marcher le 9 février. C'est notre droit pour pouvoir dire haut et fort que nous ne voulons pas que ce qui s'est passé le 30 juillet recommence ici au Sénégal. Plus jamais ça. Maintenant, nous n'avons jamais demandé qu'un militaire soit au ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas à quoi fait allusion le président Macky Sall. Ce que nous avons dit, c'est très clairement dit et écrit dans l'initiative.
Peut-être qu'effectivement, nous avons déjà dit oralement qu'il faut une personnalité consensuelle pour pouvoir organiser les élections, ce qui était une tradition ici dans ce pays-là. Mais en tout cas, l'initiative n'a jamais dit qu'il fallait un militaire à la tête du ministère de l'Intérieur. Les femmes de la paire en France divisées, une partie des Amazones de Macky Sall s'est démarquée de leur président pour, disent-elles, travailler en vue de la réélection de Macky Sall en 2019. Les deux tendances ont tenu une rencontre parallèle le même jour. Parmi les contestataires figurent la députée de la diaspora Niba Sen et la conseillère économique, sociale et environnementale Diary Ba. Les détails dans cette correspondance signée Ibrahima Kamara. Les femmes de l'Alliance pour la République en France se sont démarquées de leur présidente Awa Diop Mbacké. Travailler pour le triomphe de la victoire du président Macky Sall en 2019 fut leur maître mot. Le parti était en crise et on ne nous a jamais proposé de travailler, on ne nous a jamais responsabilisés. C'est pour cette raison que lorsque mes sœurs, le comité de pilotage, m'ont appelé pour les aider sur cette lourde tâche, parce qu'en fait c'est une lourde tâche, parce qu'il n'y a rien de plus dur que de rassembler. Organisé en pôle sur l'étendue du territoire français, le comité de pilotage des femmes de l'APR réfléchissent sur un contenu capable de répondre aux aspirations des Sénégalais de l'extérieur. Vous savez, nous on n'est pas là pour enlever la présidente des femmes. La présidente des femmes, c'est le président de la République, monsieur le président Macky Sall, le chef du parti qui l'a mis en place. Nous, ce qu'on a remarqué depuis 2008, que cette femme-là a été mise devant nous, elle n'a jamais travaillé, elle n'amène pas le parti en avant. Donc nous qui aimons ce parti, qui aimons autant le travail que les femmes, et nous avons constaté ce que les femmes peuvent faire dans ce parti, c'est nous qui sommes levés pour dire qu'on va travailler. On s'est constitué en pôle. Le premier pôle a fait sa réunion au Miro, tout le monde a entendu. Aujourd'hui, c'était la deuxième réunion des pôles. On n'est pas obligé de s'aimer en politique, mais on doit se respecter. Et insulter ses camarades de parti, je crois que si la personne qui le fait, elle n'est pas digne de son rang. Interpellée sur la crise qui secoue les femmes de la paire en France et les nombreuses contestations notées ces derniers temps, Mme Mbacké n'a pas voulu s'exprimer avec nous sur la question. Ibrahima Kamara, retour à Dakar avec le maire de Guédiawaye qui prône pour une initiative interacadémique régionale qui débouchera sur un plan stratégique de développement de l'éducation et de la formation. Le président de l'AMS a par ailleurs invité ses collègues maires à contribuer à la mise en œuvre du programme. L'édile procédait à la réception de 4 nouvelles salles de classe au CM Ogo Diop de Guédiawaye. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Salif Sow et Asmalik Diop. Je lance ici, à cette occasion, une initiative qui devrait être une initiative interacadémique en faveur d'un plan stratégique de développement de l'éducation et de la formation dans la région de Dakar, puisque la qualité n'a pas de frontières. J'appelle tous les maires de la région, j'appelle les inspections d'académie et les inspections de l'éducation et de la formation. J'appelle tous les acteurs à réfléchir pour aboutir à un plan de développement stratégique de l'éducation et de la formation dans la région de Dakar. Mais ceci ne pourra se faire qu'avec l'appui de toutes les collectivités locales. Et Inch'Allah, dans les jours à venir, nous allons discuter avec nos collègues maires en vue d'aboutir à cela. Cette conférence de financement du partenariat mondial pour l'éducation qui se tient à Dakar les 1er et 2 février prochains. À la veille de cette rencontre, le lycée John Fitzgerald Kennedy a abrité un forum regroupant des élèves du Sénégal, de la sous-région et de la France pour réfléchir sur l'école du futur. Compte rendu signé Mambiram Diouf et Mohamed Dian. Ils sont 120 élèves à prendre part à cette rencontre articulée sur 4 thématiques. Donc ces jeunes, à travers 4 ateliers, ont poussé la réflexion, éducation, art et culture. Que faut-il pour l'école du futur? Éducation et numérique.
Quoi de neuf pour l'école du futur? Éducation, employabilité des jeunes, entrepreneuriat, éducation et mobilité internationale. Donc ils ont poussé la réflexion avec leur regard de jeunes, avec le regard d'élèves. La séance est une occasion pour les participants d'avoir les outils et de plus amples informations sur les disciplines qui les passionnent. L'art, c'est toute ma vie, si je puis dire. J'aimerais devenir comédien, je pratique beaucoup de théâtre, ça fait 3 ans que j'en fais. Et donc tous les mardis soirs, je fais 3 heures de théâtre d'affilée. C'est ce que je souhaiterais, travailler plus dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'entreprise. Et en même temps voir les possibilités que l'école d'aujourd'hui, puisqu'on parle de l'école du futur, comment amener l'école d'aujourd'hui à pouvoir s'adapter à ce concept, de pouvoir inclure dans le curriculum de l'enseignement. Le financement de l'éducation vise, d'après elle, à mieux prendre en charge les préoccupations dans le secteur de l'éducation. C'est bien pour ça qu'il ne s'agit pas seulement d'une conférence pour dire investissons plus dans l'éducation, mais surtout investissons mieux dans l'éducation. Il faut que l'on identifie les goulots d'étranglement, qu'on les adresse, qu'on investisse massivement là où il faut. Il faut également que l'on puisse reconnaître la différence et la disparité qu'il y a entre les zones, mais également entre les élèves, garçons et filles, pour que chacun ait la chance de pouvoir rentrer à l'école, d'avoir un cursus qui le renforce en tant qu'individu, qui lui donne une position de leadership, qui fasse de lui un citoyen ouvert, qui puisse réellement participer au développement de son pays. Voilà. Des aspects qui pourront mieux préparer l'élève ou l'étudiant à être plus à l'aise au sein de l'entreprise ou au sein de son travail. On a besoin d'infrastructures pour, par exemple, au théâtre. On a besoin de certaines lumières pour créer certaines ambiances au niveau de la scène. Et donc, ça pourrait, avec certains investissements, permettre d'acheter certaines installations qui pourraient permettre de faire cela. Ou aussi en art plastique, on a besoin de feutres, de crayons gris, de crayons de couleur. Donc, c'est les investissements qu'on recherche qui pourraient permettre vraiment ce genre de choses. Le forum des jeunes organisé par le Sénégal et la France autour de l'école du futur offre à ses élèves la possibilité de porter le plaidoyer. Birame Diouf, Emmanuel Macron qui doit entre autres participer à cette rencontre pour sa visite à Dakar, une visite diversement appréciée par les Sénégalais. Si pour certains il faut l'accueillir chaleureusement comme le veut la tradition sénégalaise, l'hospitalité légendaire de notre pays, d'autres pensent le contraire et soutiennent ne rien attendre de cette visite. C'est ce qui ressort de ce micro-trottoir réalisé par Fatima Kamar, Fatima Ba et Thierno Laurent Mendy. C'est une visite bilatérale, une visite de coopération qui va avantager la France, rien que la France. Personnellement, j'attends rien du tout de cette visite. L'hospitalité de notre cher pays est connue de par le monde, donc il faut l'accueillir chaleureusement. Pour moi, on ne doit pas ternir l'image du Sénégal. Visite président France Sénégal moom du lu bees et jàpp ma nag ne am na lenn lu ci war a Sénégal war a mën a gagner. Un président français au Sénégal, il n'y a rien de nouveau dans cela. Mais moi, sincèrement, je n'attends rien de cette visite. J'aurais bien voulu que le Sénégal en gagne. Parce que nous sommes des Sénégalais, nous aspirons à un développement meilleur pour tous les Sénégalais. Mais vous savez, la France, depuis les indépendances en un jour, demandez au président Macky Sall si beaucoup de choses ont changé. Quelles que soient les raisons de sa visite, c'est un hôte, donc il faut bien l'accueillir. La France est là pour ses intérêts. Le gaz, le pétrole, le chemin de fer, il n'y a que ça qui les intéresse. Nous parlons à présent de la coopération Sénégal, agence française de développement, environ 8 milliards de francs CFA pour financer le projet ADM. On appuie à l'enseignement moyen et secondaire dans la banlieue dakaroise. Des collèges sont érigés pour améliorer la qualité des enseignements et résoudre le manque d'infrastructures. Une rencontre s'est tenue ce matin à l'AFD. Je vous propose d'écouter Papsen. Il est le coordonnateur de l'ADM. Il est interrogé par Aminata Mbaresso. C'est un projet qui est limité à l'enseignement moyen pour construire des collèges, les équiper, pour former les enseignants
pour former aussi les inspecteurs et leurs collaborateurs, et ensuite pour essayer d'introduire de nouvelles techniques qui permettent aux enseignements-apprentissages d'avoir de meilleurs résultats. Les techniques de remédiation, les techniques d'enseignement rénové des sciences, tout cela en apport à la qualité des infrastructures qui sont construites dans 17 collèges de la région de Dakar. L'État du Sénégal s'oriente pour ambition la scolarisation obligatoire de 10 ans. Donc tous ces jeunes qui ont l'âge de fréquenter l'élémentaire et le moyen, faire en sorte qu'ils aient les infrastructures apportées pour aller et rester à l'école et persévérer. C'est pourquoi maintenant il y a un focus dans le moyen, mais avant ce focus-là, il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été créées pour l'élémentaire, de sorte que le taux de scolarisation à l'élémentaire est très satisfaisant. Pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation, c'est le nouvel ouvrage d'Ousmane Sonko qui a été présenté hier au cours de cette cérémonie. Thierno Alassane Sall, qui était présent, propose le gel des permis, seul moyen de permettre aux Sénégalais de bénéficier des retombées de la ressource énergétique. Je vous propose de l'écouter, il est interrogé par Fatidia. À un moment donné, il était important sur Rufisque Offshore Profond que peut-être un gel des octrois de permis soit réalisé le temps qu'on mobilise les ressources nécessaires pour nous, puisque, comme l'a expliqué d'ailleurs au passage Sonko, notre code est assez incitatif parce qu'on disait qu'on n'était pas suffisamment attractif, qu'on n'avait pas de pétrole, qu'on n'avait pas l'expertise, qu'on n'allait pas dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir faire des recherches alors qu'on a d'autres priorités. Mais maintenant qu'on a découvert du pétrole dans Sangomar, qu'on a découvert du gaz dans Kayar et dans Rufisque Offshore Profond, il était important de geler l'octroi d'autres permis, notamment Rufisque Offshore Profond et tout l'Ultra Deep, surtout qu'on était devenu attractif, pour pouvoir, dans 2 ans, 3 ans, mobiliser les ressources nécessaires pour mener les explorations nous-mêmes et tirer toutes les ressources pour nous-mêmes plutôt que de les partager avec d'autres, parce que là, les conditions ont totalement changé. Rapport de Timis Corporation, Abdoul Mbaye apporte sa version pour l'ancien Premier ministre du Sénégal. Contrairement à ce qui a été avancé, PetroAsia a été mise en place et qui avait un capital de $10 000, soit 5 millions de francs CFA. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Fatidia. On a dit que Timis Corporation, la société de Franck Timis, était filiale de PetroAsia. Dans ce même rapport de présentation, il est également mis, vous pouvez avoir la copie, elle est disponible, il est également mis que PetroAsia est une réunissant des investisseurs asiatiques ayant beaucoup de moyens financiers, ayant une grande expérience dans la recherche et l'exploitation pétrolière, alors que c'est faux. PetroAsia, c'est une société qui avait été créée quelques jours avant. C'est une société qui n'avait que 10 000 dollars de capital. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. 5 millions de francs CFA. Et c'est une société qui n'avait qu'un seul actionnaire, un certain Wang, un monsieur de Singapour. Et c'est en plus une société qui a disparu au bout d'un certain temps parce que c'était un véhicule spécial, spécialement monté pour permettre une attribution frauduleuse de permis. Nous parlons de toute autre chose. Pour combattre l'insécurité alimentaire dans le monde rural, l'État du Sénégal a mis en place le projet de développement d'une résilience à l'insécurité alimentaire récurrente au Sénégal. Le coût de ce projet est estimé à 14 milliards de francs CFA. Les détails dans cet élément signé Fatou Bintou Conté et Mohamed Dian. C'est après la sécheresse de 2008 que l'État, pour renforcer la sécurité alimentaire dans le monde rural, a mis sur pied un projet pour la réduction de la pauvreté des populations vulnérables au Sénégal. Un projet qui va permettre aux populations d'être résilientes. Donc vous savez, la crise alimentaire de 2008, les partenaires ont jugé nécessaire de mettre en place des projets
qui vont permettre aux populations de pouvoir se prendre en charge, de ne pas attendre à chaque fois qu'on donne des aides quand il y a crise. Donc c'est la raison pour laquelle on a mis en place ce projet de résilience qui concerne toutes les populations du monde rural. Ce n'est pas seulement l'agriculture-production, mais c'est également tous les autres segments du développement rural. Donc il agit au niveau effectivement de l'agriculture-production, mais aussi au niveau de l'élevage, de l'environnement, de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Le DRIAR, qui est le projet de développement d'une résilience à l'insécurité alimentaire récurrente au Sénégal, s'élève à 14 milliards de francs CFA et concerne les régions de Fatick-Matam, Saint-Louis, Tambacounda et Ziguinchor. Le projet a été financé à hauteur de 14 milliards. Il y a la région de Ziguinchor, il y a Louga, il y a Saint-Louis, il y a Matam, il y a Tambacounda et Fatick. Pour une durée de 5 ans, ce projet d'aide à l'insécurité alimentaire compte pour cette année renforcer ses acquis. Nous avons principalement 2 activités en cascade. La première, c'est la production de vaccins. La deuxième, c'est la production de semences. Et la troisième, c'est l'activité d'amélioration génétique. Donc pour ce qui concerne l'amélioration génétique, les géniteurs, donc il s'agit de 55 taureaux Guzera, de 200 taureaux, de 200 béliers Ladoum et Touabir, de 100 boucs Guéra et de coqs et poules sont déjà disposés donc au niveau des populations bénéficiaires avec des objectifs précis en termes de monte. Donc des services de monte vont être prodigués et ce faisant, nous allons améliorer quelque part le potentiel génétique des races locales. 25% de la population nationale bénéficie de ce projet, même si quelques écueils ont été notés sur les passations de marché. La commune de Darou Khoudoss, dans le département de Tivaouane, étale ses doléances. Plusieurs villages n'ont ni eau ni électricité, que les périmètres maraîchers sont menacés par des carrières implantées dans la zone. Ces populations ont tenu un point de presse ce matin. Compte rendu signé Cheikh Anta Diop et Seylatir. Aider les jeunes et les femmes qui s'activent dans les périmètres maraîchers, l'électrification de plusieurs villages, telles sont les doléances de ces conseillers municipaux de la commune de Darou Khoudoss. Ils l'ont exprimé au cours d'une rencontre au niveau de la dite localité. Nous avons le regret de vous informer que les paysans de Darou Khoudoss, notamment ceux situés dans la zone dite Kaken, souffrent aujourd'hui des mauvaises eaux jetées par les ICS. Ces carrières constituent une menace sérieuse contre les cultures et les plantations de mangue dont les rendements sont en chute libre depuis l'existence de ces carrières, sans compter le danger que représentent pour la santé des populations environnantes et des paysans en particulier. Ces conseillers municipaux estiment également que plusieurs villages de la commune de Darou Khoudoss sont confrontés à des problèmes d'eau et d'électricité. Cher Président, nous ne saurons oublier la nécessité d'électrifier les villages traversés par le réseau haute tension Seguel, Andal 1, Andal 2, Niangue, Palen, Djobas, sans oublier Darou Bey, Darou Salam et Diogo-sur-Mer. À cela, nous ajoutons la nécessité de filtrer et de rendre potable l'eau des forages de Darou Salam, Fass Boy et Diogo et la mise en alimentation du forage de Darou Bey. L'autre doléance formulée par ces conseillers municipaux et les populations de Diogo, c'est l'érection d'un centre d'état civil pour eux. De 2014 à 2018, l'état civil de Darou Khoudoss fonctionne avec des papiers administratifs sans timbre fiscal. La marche des populations de Sadio contre les promesses non tenues du gouvernement du Sénégal, notamment concernant le bitumage de la route qui mène à leur commune. Au cours d'une marche organisée par les populations, ils ont également réclamé la construction d'infrastructures modernes pour la collectivité. Compte rendu de cette manifestation signée Mohamed Diop et Alassane. Sadio, l'une des communes les plus grandes du département de Mbacké est également l'une des plus enclavées. Les populations lassent des promesses qui ne sont jamais tenues par les autorités concernant surtout le bitumage de la route qui mène à leur commune ont marché bruyamment. Vous-même, vous avez constaté l'état de la route. Sadio a une position géographique bénie.
Parce que Sadio, faisant partie, comme vous le savez, de la région de Diourbel, est ouverte à la région de Kaffrine, à la région de Louga et à la région de Fatick. Sadio est un carrefour. Donc, le manque de cette route bitumée nous a tant bloqués pendant tant d'années. Donc, nous réclamons cette route bitumée. Sans cette route, nous pouvons aller nulle part. Nous sommes coincés sans cette route. La route n'est pas le seul problème de la commune de Sadio. D'autres doléances ont été également soulevées par les marcheurs. Deuxième point, Sadio manque d'eau. La majeure partie de la population de Sadio souffre du manque d'eau. Pendant presque la moitié de l'année, nous souffrons de ça. Nous dépassons largement le poste de santé. Nous réclamons un centre de santé. Nous réclamons un centre de santé. Vu la population de Sadio, presque 20 000 habitants, nous réclamons un centre de santé. En ce moment où je vous parle, nous n'avons pas d'infirmier chef de poste. Électrification. Depuis 1998, Sadio, c'est seul Sadio chef-lieu qui a de l'électricité. Et c'est pas sérieux. La commune de Sadio polarise 25 villages. Les populations sont déterminées à sanctionner le régime si les doléances soulevées au cours de cette marche ne sont pas satisfaites. Et puis l'association des femmes veuves de Kaffrine interpelle le ministère de la Femme et la Fondation Servir le Sénégal et réclame des financements. Selon ces femmes, elles sont laissées en rade par rapport au programme de développement déroulé jusqu'à, malgré le soutien du chef de l'État. Voici Fatou Dembélé, la présidente de l'association, que je vous propose d'écouter au micro d'Ibrahima Diamé. Après avoir constaté les réalisations du président Macky Sall dans sa politique sociale à travers les bourses sociales et la dynamique d'accompagner les femmes dans une vision de l'entrepreneuriat féminin éclairé à travers des fonds de soutien, des projets. Bon, les difficultés sont liées au nombre insuffisant de bourses sociales et l'alphabétisation des femmes en langue arabe. Nous avons commencé ce programme en 2013, mais le manque de financement et de moyens ne nous a pas permis de continuer. Donc nous demandons un soutien au président de la République et les ministères concernés à nous accompagner sur ce domaine-là. L'alphabétisation et la réouverture des CPRS, parce que là, nous pouvons approcher les femmes, nous pouvons approcher les cibles. Donc nous sollicitons un appui auprès du président de la République, auprès de la présidente de la Fondation Servir le Sénégal, en l'occurrence Mme Mariam Faisal. Les femmes élues locales de Ziguinchor, elles sont formées pendant 2 jours à la bonne gouvernance locale par le ministère de la bonne gouvernance en collaboration avec l'association des élus locaux du Sénégal. L'objectif est de les former pour une meilleure connaissance des textes en vigueur dans le cadre de la bonne gestion des collectivités locales. Madame Seynabou Ndaou Ndiaye, chef du service de formation au ministère de la gouvernance territoriale, s'en explique au micro de Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Cette rencontre entre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de formation des élus, des agents et des autres acteurs du développement territorial initiée par le ministère depuis 2016 et à travers l'UAL qui a initié également un projet d'internalisation du genre et de promotion des femmes élues. L'objectif qui est visé aujourd'hui, c'est de renforcer les capacités de ces femmes élues en matière de gouvernance locale, de planification, de budgétisation, mais également sur les autres dispositions du Code général des collectivités locales relatives à la gestion des affaires locales. Nous parlons de culture et de la promotion de la culture et la langue soninké avec le Festival international soninké qui se tiendra du 21 au 25 février prochain à Dakar. La 5e édition de ce festival sera l'occasion pour cette communauté de mieux se valoriser, mais également de parler du phénomène migratoire. Cher Hassan Affal pour les détails. Dakar sera la capitale des Soninké de la diaspora du 21 au 25 février. Une communauté, une culture à faire valoir durant 4 jours. Dakar, porte d'entrée et de sortie des migrations, capitale de la Teranga. Dakar, la cosmopolite. Dakar des Comprorés, ou maisons communautaires des ressortissants des villages soninké, présents à Dakar depuis
la fin du 19e siècle, reçoit donc le FISO. Il accueillera plus de 10 délégations étrangères, près de 1000 personnes des pays voisins et de la diaspora, d'Afrique centrale ou des États-Unis, sans compter les participants de la vallée du fleuve et des villages soninké. Durant ces 4 ou 5 jours, plus de 50 000 personnes participeront à cette manifestation culturelle. Un héritage historique à revisiter durant ce festival avec des participants venant d'un peu partout du globe. De célébrer justement la migration et ses nombreux apports positifs pour les pays de départ et d'accueil au travers de cette diaspora africaine. Et d'exhorter les dirigeants du Nord, du Sud, à davantage de coopération, s'appuyant sur les peuples en premier lieu. Qui dit soninké pense au voyage et le FISO sera l'endroit pour parler de l'importance des migrations. Les panels, conférences, défilés, expositions, débats, concerts et autres manifestations de l'édition 2018 porteront sur le thème général Ouagadougou, premier empire ouest-africain, hier, aujourd'hui et demain. Le temps du 5e FISO sera donc un temps de découverte sur la langue, la culture, la religion, l'histoire et les patrimoines au travers cet empire. Après Kay, à Nouakchott et Bamako, le festival international Soninké posera ses valises le temps d'une escale à Dakar pour célébrer la culture et l'histoire de cette communauté qui fait partie des racines de l'Afrique. L'actualité internationale à présent qui nous mène au Tchad, au Kenya, en Éthiopie et en France où l'universitaire suisse islamologue Tariq Ramadan a été placé en garde à vue pour viol ce mercredi. Daniel Diouf. D'abord, le Kenya, où l'opposant Raila Odinga a prêté serment mardi comme président du peuple, Bible en main, malgré sa défaite électorale en 2017. Une prestation de serment devant des milliers de partisans réunis dans le centre de Nairobi pour une cérémonie dont la diffusion par les médias a été interdite. Raila Odinga refuse de reconnaître la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta. Le procureur général avait pourtant averti le mois dernier que toute investiture équivaudrait à un acte de trahison pouvant aboutir à une arrestation même de Raila Odinga. Au Tchad, l'appel des syndicats à une grève générale illimitée du secteur public a été largement suivi à N'Djamena mardi. Les fonctionnaires sortis pour protester contre les mesures d'austérité imposées par le gouvernement tchadien. Mardi, la circulation était fluide dans les rues de N'Djamena et la plupart des bureaux fermés. Tous les établissements scolaires, primaires, secondaires et universitaires de la capitale restaient également fermés. Seul un service minimum dans les structures de santé assuré. La grève est survenue après une baisse du salaire de janvier constatée par les fonctionnaires, une baisse consécutive à la nouvelle loi de finances 2018 qui ampute les émoluments des fonctionnaires d'une partie de leurs primes et indemnités. L'État estime que le trésor public tchadien n'a aucun moyen de supporter la masse salariale et la dette aux banques commerciales est à hauteur de 800 milliards de francs CFA. Le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, pollué par le résultat d'une enquête menée par le journal français Le Monde. Le journal soutient que Pékin a espionné le siège de l'Union africaine à Addis Abeba de 2012 à 2017. Des informaticiens de cette institution se sont rendus compte il y a environ un an que le contenu des serveurs de l'Union africaine était transféré vers d'autres serveurs à Shanghai, en Chine, précise le rapport du journal Le Monde. L'ambassadeur de Chine à l'Union africaine a qualifié d'absurdité le résultat de l'enquête. Côté africain, on préfère insister sur l'importance de la relation forte et stratégique avec la Chine, premier partenaire de l'Afrique avec notamment 149 milliards de dollars d'échanges commerciaux en 2016 selon Pékin. Enfin, l'universitaire suisse Tariq Ramadan, islamologue, a été placé en garde à vue ce mercredi par les enquêteurs de la police judiciaire parisienne dans le cadre d'une enquête pour viol. 2 femmes l'accusent depuis octobre de les avoir violées en 2009 et en 2012. Tariq Ramadan a catégoriquement démenti ces accusations depuis le début de l'affaire. Il dénonce une campagne de calomnie enclenchée selon lui par ses ennemis de toujours.
Daniel Diouf, merci. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. N'oubliez pas Faram Fati avec Pape Gandiaï et ses invités. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.